Bonjour Kevin. Ça va bien, ça va quoi? Voilà, tranquillement. Très heureux déjà de t'avoir avec nous pour cette interview. Déjà avant qu'on rentre dans le sujet et qu'on parle de ton parcours qui est riche, je te propose déjà qu'on parle un peu de ta situation actuelle, ta jambe, comment ça va, comment ça évolue, ta blessure, comment tu te remets. Ça va très bien, ça avance très très bien. On est dans les temps, on va dire. Donc petit à petit, jour après jour, j'arrive à reprendre des sensations au niveau de la course, au niveau des sauts, tout ça. Donc c'est du positif. Bon, on espère te revoir vite. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ton parcours dans sa globalité. On va commencer déjà par Argenteuil, forcément, c'est une place forte dans ta vie. Moi, ce que je voulais savoir pour commencer, c'est quoi tes premiers moments, tes premiers souvenirs avec le basket? Mes premiers souvenirs avec le basket, ils se sont faits en playground. En playground, ouais, je suivais mon grand frère qui jouait à l'époque, il avait commencé aussi. Donc on suivait, on était sur le côté, on regardait un peu les grands jouer. Et on jouait aussi de notre côté petit à petit. Et l'amour, il a grandi comme ça. Et du coup, comment tu en arrives à jouer en club? Du coup, tu commences à Argenteuil en club Exactement, et après tu vas à Sannois-Saint-Gratien, c'est ça? exactement. Et du coup, comment tu arrives justement à passer le cap du playground jusqu'au club? Il fallait le faire parce que je voulais aussi jouer basket organisé et apprendre les fondations collectives et tout ça. Donc ouais, j'ai commencé à Argenteuil et ensuite je suis parti à Sannois pour mon année Benjamin. T'avais des inspirations déjà à l'époque dans le basket, même dans la vie en général à ce moment-là? Non, non, vraiment au basket, ça n'a pas commencé jusque 15 ans, hein. Au début, je jouais parce que j'aimais jouer, mais c'était pas, je voulais pas être basketteur professionnel à ce moment-là ou faire de ma vie le basket, quoi. Et à partir de 15 ans, c'est qui tes inspirations du coup? Au niveau des joueurs, Ouais, moi je lisais justement qu'il y avait Tracy McGrady ouais, à ouais, l'époque Orlando qui te plaisait beaucoup. Il y en a exactement. d'autres aussi? Kobe, Iverson, Jordan, je pense les grands classiques pour tout le monde, mais moi, ils m'ont vraiment marqué. Les joueurs qui jouent sur ton poste aussi, forcément. Ouais, exactement. Est-ce qu'on peut peut-être citer Nipsey Hussle? Ouais, Fait- Nipsey Hussle, je ouais, vois ouais. beaucoup tu partages de contenu avec lui. Oui, oui. À quel point il t'a inspiré ou pourquoi tu as cette inspiration avec Nipsey, c'est quelqu'un de très vrai, de très véritable, on va dire. Il est resté vrai toute sa carrière. Il a connu la misère aussi. Donc, ça a été plus tard dans ma carrière que j'ai connu Nipsey, mais j'écoute sa musique tous les jours. Tous les jours. C'est quelqu'un d'incroyable pour moi. euh, du coup, tu fais des détections à partir de quand dans ta jeunesse pour essayer d'aller dans un autre club? Tu as fait des détections à partir des Benjamins ou c'est plus tard? Bah, Sanois, c'était une détection, ça s'est bien passé, mais bon, quand tu es jeune, c'est pas très difficile, tu vois. Mais les vraies détections que j'ai commencé, c'était à partir de 16 ans, mes années cadets. Mes années cadets, ouais. Je suis parti, j'en ai fait plein, j'en ai fait plein. On m'a dit non plein de fois. Donc. Et pourquoi on disait non à l'époque? Parce que ce qui revenait souvent, c'était que j'étais trop mince, que j'étais pas assez athlétique, ou c'était souvent ces deux-là. C'était souvent ces deux-là, ouais. Et du coup, tu arrives à Tarbes pour l'année cadet en championnat de France. Et du coup, c'est une détection aussi, je suppose, ou comment ça se passe? Tarbes, c'est une histoire un peu folle parce que j'arrive à Pau pour ma dernière détection et à ce moment-là, mes parents ils n'avaient pas énormément d'argent. Ma mère me paye mon dernier billet de train pour aller à Pau et j'arrive à Pau, je fais la détection, je suis pas pris. Je sors du gymnase, enfin du Palais des Sports à l'époque et il y a un coach qui s'appelle Alexandre Casimiri qui était présent, il coachait Tarbes et qui m'appelle par derrière et qui me dit comment ça va, tout ça, je t'ai vu jouer pendant la détection et je veux t'offrir une place où on joue en première division. Tu vas rejouer Pau, toutes ces équipes, tout ça, et on fera en sorte de s'occuper de toi, tu vois. Moi, j'ai sauté à l'occasion et voilà, après j'ai signé à Tarbes. C'était pas difficile tu quittes ta famille du coup à ce moment-là? Exactement, c'est la première fois. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? C'était compliqué à ce moment-là? Ouais, c'était compliqué, surtout que j'étais très très proche avec ma mère. Mais bon, c'était pour la bonne raison et j'étais motivé. Donc en fait, j'étais pas trop loin non plus. J'étais juste dans le sud. Donc ma mère, elle venait me voir souvent, mon père aussi, et ça s'est bien passé. Du coup, à Tarbes, t'exploses. C'est là où on commence un peu à parler de toi un peu partout. Il y avait un article dans Rivers Magazine aussi sur tes performances, sur ta saison. Comment tu gères ça? C'est tout nouveau aussi pour toi. Comment ça se passe dans ta vie de tous les jours? Ouais, c'était nouveau, mais en fait, j'ai tellement bossé cette année-là. Je m'entraînais avant les cours tout seul. Après les cours, j'avais entraînement avec l'équipe. Mais je faisais énormément de travail sur moi-même. Je savais que je devais progresser.
ça s'est très bien passé. Le coach m'a donné énormément de responsabilités et j'ai fait des gros cartons là-bas. Et après, voilà, ce que j'étais surpris, oui, quand même, parce que l'été juste avant, on m'a dit que j'étais pas fait pour jouer au basket limite, tu vois. Donc non, ça s'est bien fini, ça s'est bien fini cette année. Et du coup, si je me souviens bien, c'est à ce moment-là où tu pars aux États-Unis pour la première fois pour un tournoi à Adidas à Las Vegas, et, où tu vas rencontrer des futurs joueurs NBA, tu vas jouer contre eux. Raconte-moi un peu comment c'était là-bas, qu'est-ce que tu en retiens comme souvenir, c'était quoi vraiment l'ambiance à Las Vegas? C'était incroyable parce que moi je viens d'Argenteuil et voilà, j'étais en championnat de France, mais c'est pas les joueurs du calibre américain où je suis atterri à Las Vegas. Et je joue dans une équipe déjà Lake Show qui était à Los Angeles et qui était blindée déjà de prospects NBA, de joueurs Division 1 qui allaient signer en Division 1 NCAA. Moi je parle pas l'anglais, c'est compliqué. J'arrive à Las Vegas, je vois des géants du basket lycéen qui allaient jouer en NBA. Il y avait Kyrie Irving, André Drummond, Marcus Smart, Shabazz Mohamed. Il y avait plein de joueurs qui étaient très bons qu'on regardait tous ici en France. Et voilà, pouvoir jouer contre eux et me mesurer, c'était vraiment une expérience incroyable. Du coup, toi, à l'époque, tu les connaissais un peu ces joueurs-là déjà ou Ouais, ils passaient en fait souvent sur les médias Hoop Mixtape, Ball is Life qui étaient très connus. Donc on voyait souvent les highlights de ces gars. Toi, du coup, après ce tournoi, déjà sportivement, comment ça se passe toi sur place? C'est quoi tes résultats un peu là-bas? Tu es content au final de ce tournoi? Oui, je suis content. Ça va, en fait, le problème, c'était surtout la barrière de la langue. Parce que j'arrive, le meneur, il annonce un système, je suis complètement perdu. Mais ça s'est bien passé, honnêtement. J'ai fait des bonnes performances. C'était sur 4 matchs. Et ensuite, après ça, j'ai été repéré. Et j'avais une chance de jouer au lycée, qui ne s'est pas faite, parce que j'avais eu mon bac en France. Et voilà, donc j'ai dû revenir en France à ce moment-là. Toi, tu es revenu en France. C'est comment en fait t'es arrivé jusqu'aux États-Unis? Il y a une personne qui t'a amené là-bas? Oui, c'était Alma Missouma qui a fait, qui bossait à l'époque pour Canal, pour le Quai 54, il bossait avec Nike. Et donc il m'avait un peu aidé à trouver une piste là-bas. Et donc il a trouvé la piste de l'équipe AAU Lake Show. Donc j'ai joué avec eux. Finalement, du coup, tu me disais, tu n'as pas pu aller au lycée aux États-Unis. Tu es rentré en France en attendant cette place que tu n'as pas. Et au final, tu me disais, on en parlait en antenne, tu arrives en JUCO, en Junior College, à côté de Dallas. Voilà, comment ça se passe, toi, déjà, à ton arrivée, que tu en as plein les yeux, je suppose? Ouais, c'était quelque chose, hein, parce que là, j'arrivais pour la deuxième fois aux États-Unis, mais je savais que j'allais être installé là-bas. Et dans le Texas, c'est un état spécial. Un état spécial que j'ai beaucoup aimé aussi, mais c'est une mentalité un peu différente, un langage aussi différent, un anglais différent. Donc j'arrive ma première année et ouais, c'était le choc parce que bon, déjà tous mes coéquipiers c'était des prospects. Je sais pas si tu connais un peu le système de JUCO. D'ailleurs, il y a un documentaire qui est sur Netflix là. Justement, je voulais t'en parler, j'hésitais à t'en parler. Est-ce que toi, tu l'as vu? Et du coup, est-ce qu'il retrace bien aussi l'univers JUCO parce que moi, je l'ai vu pour le format football américain, mais je ne l'ai pas vu pour le basket. Faut que tu regardes, faut que tu regardes. C'était bien. Et en fait, ouais, ça explique très très bien parce que moi, c'était pas aussi extrême, mais en fait, le junior college, c'est un système de 2 ans qui te permet de prendre un diplôme, mais aussi de transitionner sur une université de 4 ans. Donc, il te restera 2 ans si tu y vas. Mais c'est pour ceux qui n'ont pas eu les notes ou le SAT ou les diplômes pour aller en fac, ou qui ont eu des mauvaises notes. Et donc, en fait, tu vois des joueurs qui sont incroyables, mais qui ont soit des difficultés académiques ou ils ont des problèmes dans leur vie, tu vois. Donc, j'arrive dans l'équipe, tout le monde est tatoué des chevilles jusqu'au cou. Et moi, je suis l'Italien marocain qui arrive là-bas un peu déboussolé, tu vois. Et pourquoi tu signes là-bas du coup? Qu'est-ce qui fait que tu as préféré signer en junior college plutôt que soit rester en France ou trouver autre chose? En fait, je voulais rester en France, mais j'avais pas eu d'opportunité. Comme je t'avais dit, des fois quand j'allais faire des détections pour les espoirs, on me disait que j'étais pas dans le système ou que j'avais un jeu un peu trop américain, tout ça. Donc c'est pas des. Je pense que c'était pas, comment on dit, fair.
C'était pas. C'était pas égal. Ouais, ouais, voilà, c'était pas quelque chose qui me représentait, mais moi je voulais juste rester en France aussi avec ma famille. Mais bon, j'ai pris la carte des États-Unis qui a été très, très, très bien pour moi. Mais voilà, Du coup, tu y restes 2 ans. j'y reste 2 ans en JUCO au Texas. Ouais. Sur les terrains, ça se passe comment? Ça se passe très, très bien. Enfin, ma première année, c'était difficile parce que beaucoup d'accrochages. En fait, JUCO, il y a du collectif, mais c'est aussi une carte, c'est ta carte pour sortir. Donc il y avait énormément de joueurs très très forts qui pensent qu'à leur gueule, on va dire, tu vois. Donc moi j'arrive un peu avec une pensée collective. Je savais que je devais faire des stats, etc. Mais j'avais toujours aussi ce concept collectif. Et voilà, c'était compliqué, hein, c'était compliqué. À la fin du junior college, du coup, tu as des offres, je suppose. Comment ça se passe pour toi? Voilà, cette période-là, déjà, quelle fac te contacte? Tu avais des offres avant? Un peu, voilà, explique-moi un peu ce moment-là. Ma première année, zéro offre, même pas une offre de division 2, rien. Donc je finis l'année, le coach me propose de revenir. Il a coupé tous les autres joueurs. Ah non, il a gardé un autre joueur. Donc on était 2 à revenir. Et voilà, il m'a dit qu'il voulait faire l'équipe autour de moi, etc. Et que j'aurais des chances de me faire recruter. Et donc je reviens l'année d'après. En octobre, on a un tournoi qui s'appelle le Jamboree. Et c'est un tournoi en fait où tous les meilleurs JUCO du pays se rejoignent dans différentes parties des États-Unis. Nous, c'était à Dallas. Et voilà, tu rentres, tu vois des gros coachs de high major, de mid major, qui sont là pour recruter. Et j'ai fait un énorme tournoi. Je fais des actions qui ont marqué les gens là-bas. Et c'était samedi. Le lundi, j'arrive dans le bureau du coach et il est au téléphone. Je rentre, il me dit de rentrer. Il finit au téléphone, il me dit ouais Kevin, depuis ce matin, je suis au téléphone avec des coachs pour toi et tout ça. Et moi, j'étais surpris parce que j'avais eu zéro offre, rien. Et je lui demande si c'était des divisions 2 et tout ça. Il m'a dit non, c'est des mid-major de division 1, tu vois. Donc ouais, j'étais surpris à ce moment-là et le recruiting process, il a commencé à ce moment-là. J'ai commencé à prendre contact avec les coachs. J'ai fait ma visite à Kansas City, ma première visite. Tu as droit à 5 visites et j'ai signé après la première visite, au lieu de prendre mes 5 visites directement. Qu'est-ce qui te plaisait à Kansas City déjà? C'est l'atmosphère. Il y avait aussi le coach très charismatique, parce qu'il avait gagné le championnat national avec Louisville, avec Rick Pitino. Et il avait ramené un peu la même mentalité, défense, intensité, tu vois. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai signé directement. Ton année là-bas, sur les terrains, tu la passes un peu sur le banc. Ouais. Toi, comment tu le vis? C'était pas prévu, je suppose, Ouais, au c'était départ, pas prévu, quand tu ouais. signes. Voilà, comment tu vis cette première année en NCAA 1? Elle était très difficile parce que en fait, tu te dis est-ce que j'ai pris la bonne décision? Tu te poses plein de questions. Mais en même temps, tu essaies de continuer à avancer parce que la saison elle est longue et tu te dis que peut-être qu'à un moment les choses vont changer. Parce qu'en fait, quand je me suis fait recruter, le roster était déjà fait, mais l'été qui arrive, ils recrutent 3 extérieurs. Donc en fait, on était tellement d'extérieurs que les minutes n'étaient pas régulières, tu vois. Et c'était une année compliquée, mais une année où j'ai eu énormément d'expérience parce qu'on joue des énormes facs. On passe à la télé, on voyage énormément. Tu apprends beaucoup en fait. Et non, c'était une bonne année dans l'ensemble. Mais voilà, c'était pas exactement ce que j'avais prévu, on va dire. Et tu avais quelqu'un qui t'aidait qui te conseillait sur tes choix à ce moment-là Non, ou pas non, du non, tout? non, Toi non. qui prenais tes décisions? Ouais, non, c'est ça qui est un peu dommage. Aux États-Unis, quand les jeunes se font recruter, il y a toujours leur coach, il y a toujours leurs parents, les gens de leur famille qui ont joué au basket, qui ont joué dans des facs. Mais moi, c'était différent, j'étais un peu tout seul, tu vois. Donc ma famille, ils ne sont pas dans le basket vraiment. Donc c'était à moi de prendre mes responsabilités et de me renseigner. Donc voilà, j'ai fait un choix un peu rapide par rapport à l'intensité du recrutement, on va dire. Ils m'ont recruté très très fort et voilà. Et ta famille qui t'a vu partir jeune aux États-Unis, comment eux ils ont réagi? Pour eux aussi, je suppose que ça a été compliqué à assumer ce moment-là, de devoir partir pendant de longues années là-bas. Oui, c'était difficile, surtout avec ma mère où j'étais très proche à ce moment-là. Mais bon, je revenais les étés
mais j'étais pas là toute l'année, tu vois. Donc ouais, c'était difficile, c'était difficile. Tu finis donc la saison en Division 1 avec Kansas City et puis tu quittes cette équipe pour revenir en Division 2. Et au bout de quelques semaines, tu te blesses. Ouais, Explique-moi un peu comment ça se passe. Et du coup, c'est une blessure au poignet ouais, c'est ça. et à la tête. À la tête, ouais. J'ai toujours la cicatrice là d'ailleurs. Explique-moi un peu comment ça s'est passé ce moment-là. C'était en octobre, avant que la saison elle commence. Donc en fait, on s'entraînait dans des rec centers, un peu comme le one ball, où tu as les 3 terrains alignés. Et c'est un entraînement comme les autres. On fait un échauffement de 2 contre 1. Et sur un 2 contre 1, je prends la balle un peu en avance et je monte au dunk. Maintenant, je m'accroche, je fais l'effet balancier, je lâche un peu le grip et je retombe sur mon visage et mon poignet, tu vois. Et ouais, non, c'était chaud parce que sur le moment, enfin, quand je suis tombé, j'ai pas réalisé ce qui s'est passé. J'essaie de me relever, je retombe direct parce que je suis tellement sonné, tu vois. Et je vois tout le monde qui court et il y a des gens qui crient, tout ça. Et il y avait l'équipe de football américain aussi. Donc il y a une équipe de foot US, ils sont pas 10. Ils étaient 60, ils étaient tous là. Et ouais, c'était compliqué, hein, c'était compliqué. Parce que sur le coup, j'ai pas senti mon poignet. J'ai surtout senti mon visage et je croyais que j'avais perdu toutes mes dents, tu vois. Donc je touche mes dents, je les ai pas perdues, mais elles bougeaient. Toutes mes dents bougeaient là. Et j'avais du sang partout, je me suis ouvert le crâne ici. Et voilà, c'était ça l'expérience, hein. Et du coup, on diagnostique c'est juste un poignet cassé. Ouais, une fracture. Ouais. Fracture du poignet. Du coup, tu as un plâtre, forcément. Et moi, ce que je lisais, du coup, c'est que tu reviens tout de suite à l'entraînement. Ouais. Pourquoi c'est dans ta mentalité aussi, c'est ce qui fait que tu es joueur là. Ouais, exactement. Enfin, tout de suite, on va dire 1 semaine, 2 semaines après, parce que je pouvais pas manger. Je pouvais pas manger, donc j'étais vraiment. Toujours à cause du visage. Ouais, parce que je pouvais pas manger du tout. Mes dents, elles bougeaient ici. Je buvais des smoothies toute la journée. C'était compliqué, hein, mais 1 semaine, 2 semaines après, quand j'ai repris un peu le mental aussi, parce que j'étais dans le dur, hein, ouais, j'ai repris les entraînements directs, j'étais plâtré, je faisais ma main gauche, je faisais de la pliométrie, je faisais tout ce que je pouvais faire en fait, sans ma main droite. Et les coachs, ils disaient quoi? Ils avaient peur, mais mon coach, il me faisait confiance, mais le kiné de notre équipe, il a envoyé un email qu'il m'avait montré plus tard à tous les coachs. Il a dit, si vous voyez Kevin, vous lui dites qu'il n'a pas le droit d'être au gymnase, il faut qu'il se repose, etc. Mais moi, je savais ce que je faisais, je prenais pas de risque non plus. Et je pouvais pas juste rester, surtout avec l'année que j'ai passée à Kansas City, j'avais toujours un truc dans la gorge, tu vois. Et du coup, tu es redshirt cette année-là? Exactement, ouais. Redshirt, du coup, on explique, c'est tu joues pas du tout de la saison. Ouais. Et tu dois patienter l'année d'après pour jouer. Et déjà, comment tu le vis de ne pas être sur le parquet? Toi, tu es dans les tribunes à tous les matchs, mais du coup, tu joues pas, tu n'as pas cette adrénaline-là. Comment toi, tu vis ce moment-là, cette première année? Ouais, c'était très difficile. Quand tu as l'habitude de jouer tout le temps, s'arrêter d'un coup, c'est la première fois de ma vie vraiment où j'ai arrêté de jouer vraiment au basket, tu vois. Donc c'était difficile, mais j'ai pris sur moi-même. J'ai bossé mes cours, tout ça. J'ai fini mon année, j'ai eu mon diplôme et j'étais prêt mentalement, physiquement pour l'année d'après. Entre-temps, on ne l'a pas mentionné, mais tu parles beaucoup mieux anglais depuis. Oui, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Voilà, et c'est tout de suite aussi plus simple d'avoir la vie universitaire et la vie américaine déjà en ayant la langue. Ouais, c'est sûr. J'ai pu profiter pleinement, quoi. Du coup, tu as ta deuxième année, c'est dans une université d'Oklahoma. On l'a pas dit. Ça se passe beaucoup mieux du coup sur le terrain. Tu te blesses pas, tu joues beaucoup. Comment ça se passe? Comment tu jouais à l'époque? Ça se passe très très bien. Je reviens bien. Je reviens meilleur qu'avant, meilleur que l'année d'avant. Énormément de travail que j'avais fait pendant l'été et tout ça. J'attendais cette année, tu vois. Donc je savais qu'on avait une chance de pouvoir peut-être gagner la conférence et tout ça. Donc on avait une très bonne équipe. Et voilà, j'ai fait des bonnes choses sur le terrain. J'ai beaucoup progressé cette année-là. J'ai entamé mon master, etc. Donc, tu es revenu avec un état d'esprit différent à ce moment-là aussi? Oui, c'est sûr. Tu apprécies encore plus déjà que bon, le basket, c'était toute ma vie, tu vois. Mais là, tu apprécies encore plus quand tu es en bonne santé de pouvoir jouer, on va dire, être libre sur le terrain, tu vois, sans douleur, etc. À la fin de ta deuxième année à Oklahoma, du coup, ton cursus universitaire, il est terminé. Ouais. Il faut que tu débutes dans le milieu professionnel. J'ai cru comprendre que tu avais peut-être des piges en G-League à ce moment-là. Ouais. Pourquoi ça se fait pas? Pourquoi ça se fait pas? J'ai pris un agent qui m'avait vendu un peu de rêve. J'avais une vraie piste sans agent avec Oklahoma City Blues.
C'était la G-League d'Oklahoma City. Ça s'est pas fait, j'ai dû rentrer en France et j'ai attendu une opportunité et j'ai dû signer en Espagne. Tu signes du coup en Espagne, c'est en 3e division au Real Murcia. Comment se fait ton arrivée là-bas? C'était pas prévu forcément que tu ailles là-bas? Ça s'est fait au dernier moment? Ça s'est fait au dernier moment, j'avais signé je crois le 24 août, entre le 20 et le 25 août je crois. Et donc j'attendais une piste en France, une piste en Pro B, ça s'est pas fait et donc je suis parti en Espagne. Comment ça se passe tes débuts professionnels là-bas? Ça se passe très très bien, ça se passe très très bien. Le coach il me fait confiance, j'arrive en rookie dans le 5 directement. On avait une équipe avec des anciens joueurs de ACB, donc on avait beaucoup d'expérience. J'ai énormément appris. J'ai énormément appris, ouais. Et ça se passe moins bien, le coach part? Le coach se fait virer. On était premier. Il perd 6 matchs d'affilée, il se fait virer. En plus, on a perdu des matchs de 1 point, 2 points, tu vois, vraiment la galère. Il se fait virer, il y a un coach qui arrive et qui met tous les étrangers sur le banc. Du coup, toi, comment tu le vis? Parce que c'est quand même ta première saison professionnelle. Comment tu vis de passer de je joue beaucoup à je suis sur le banc, je grappille des minutes? Comment ça se passe pour toi à ce moment-là? C'était compliqué parce que, en fait, à Murcia, on avait Real Murcia et UCAM. UCAM qui était en CB. Et pendant l'année, le coach de UCAM venait me voir à l'entraînement pour voir comment, pour l'année prochaine, des pistes et tout ça, tu vois. Donc le coach se fait virer, j'étais à 30 minutes par match, je jouais très très bien, on jouait très bien en équipe. Et bon, c'était pas que moi, c'était aussi les Américains qui sont partis sur le banc, ils avaient aussi des pistes. C'était l'enfer, hein, parce que je passe de 30 minutes à 8 minutes par match. 8 minutes, je jouais 8 minutes, à peine, tu vois. Et vous perdez toujours des matchs? Oh, on perd. On n'a même pas fait les playoffs. Donc c'était… À la fin de cette année-là, est-ce que tu avais des pistes pour une autre équipe? Du coup, tu quittes Espagne, tu vas en Allemagne. Est-ce que tu avais eu des pistes avant ou Oui, j'avais des pistes en 2e div espagnole, en 1re div espagnole aussi. Bon, je savais que la 1re div sauter de 3e à 1re div, c'était pas pour venir jouer énormément, mais en 2e div, j'allais jouer. Mais bon, après, les pistes se sont un peu effacées avec le temps de jeu qui a diminué, et donc j'ai rebondi en Allemagne. Ouais. En Allemagne, pourquoi tu fais le choix de Coburg? Du coup, c'est en 2e division. Pourquoi tu fais le choix de cette équipe-là? Parce que c'était un bon projet. Il t'avait pisté un peu avant ou Ouais, il m'avait recruté l'année avant que j'aille en Espagne. Il voulait que je vienne déjà. Et donc ouais, j'ai bien accroché avec le coach, j'ai bien accroché avec le manager, les gars de l'équipe et tout ça. Donc. Et comment ça se passe les débuts en Allemagne? Les débuts, ils sont compliqués parce que on enchaîne, je crois que c'était 6 matchs en 8 jours. Enfin, c'était un stretch de fou, des matchs amicaux avant le début de la saison. Et je commence à développer une inflammation à la hanche, mais je joue dessus parce que moi je pensais que ça allait partir. Puis au bout d'un moment, à la fin de la semaine, je m'assois et je peux pas rester droit, je dois me lever, tu vois. J'ai toujours des douleurs à la hanche. Et j'en parle au coach, il me dit ok, je vais t'envoyer voir le meilleur spécialiste à Munich et tout ça. Donc je vais à Munich, je rentre dans le bureau, le gars il a des photos avec Kobe, avec Carmelo Anthony, c'est le chirurgien qui voyait les gars. Donc déjà je le mets là, je lui dis c'est un gars sérieux. Maintenant le gars il me dit que je dois me faire opérer, tu vois. Et ça je l'ai mal pris parce que je voulais pas le faire déjà, enfin pas par rapport à lui, ça c'est le conseil qu'il m'a donné. Mais je me suis dit, c'est une inflammation, j'ai rien de cassé, je vais essayer de me reposer, de soigner ça. Et on va voir comment ça va se passer, tu vois. Donc en fait, la saison, elle a commencé à ce moment-là. Les matchs, ils étaient samedi ou le vendredi, et moi, je m'entraînais qu'une fois dans la semaine. Et le reste, je devais me reposer, tu vois. Donc je fais des matchs, enfin, on perd les premiers matchs. Je fais pas des bons matchs. Ça se voit, je suis en train de boiter limite sur le terrain au bout d'un moment, tu vois. Et c'était compliqué, hein. Les premiers matchs, c'était compliqué, ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le rendez-vous avec le GM et le président du club. Exactement, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ce bureau? Dans ce bureau, il se passe qu'on est à 1 victoire et 5 défaites. Et que c'est un club aussi qui jouait les playoffs minimum. Donc j'arrive, il n'y a pas une bonne atmosphère et je savais déjà que c'était pourquoi. Parce qu'on venait de perdre le match, j'avais mal joué. Donc en fait, le président, il me fait direct comprendre que ça va être mon dernier match le week-end qui arrive,
qu'ils comprennent que je suis blessé, qu'ils apprécient mes efforts et tout ça d'essayer de jouer, mais qu'ils ont des résultats à faire. Donc voilà, moi je sors de ce meeting, j'appelle mon agent, je lui dis qu'il faut trouver une autre équipe, tu vois. Parce que là, je vais me faire. Eux, ils te disent que c'est ton dernier match. Ouais, ils me disent que c'est mon dernier match. Et en fait, c'était le lundi. Et le mercredi, il y a un Américain qui arrive, Chase Adams, un joueur énorme qui a joué, il a fait toute sa carrière en Allemagne. Et donc, je me suis dit, en fait, voilà, il est venu pour me remplacer. Donc, moi, c'est. Maintenant, le samedi, il arrive. Je mets. Mon premier match, j'avais mis 20 points et on gagne le match. Et ensuite, j'enchaîne 22, 25 et une pointe à 39 sur les matchs qui arrivent. Et la douleur à la hanche, elle part, tu vois. Donc en fait, magiquement, ça s'est passé. Et voilà, j'ai pas été viré. Et cette pointe à 39, c'était le moment le plus important de ta saison à ce moment-là? Bon, facilement, ouais. Facilement. Comment tu te sentais dans la zone, comme on aime bien dire aussi dans le basket? Ouais, exactement. Tu peux rien louper. Ouais, je pouvais être là, yeux bandés derrière la tête, ça rentrait. Et je lisais qu'à chaque fois que tu mettais un panier, tu regardais le président. Ouais. Parce que justement, tu étais un peu revanchard de ce moment-là aussi, voilà. qui était important. Comment se passe la suite de la saison pour toi après ce moment-là? Ça se passe très très bien. On finit, je fais une très bonne année. Je suis élu dans la meilleure équipe du championnat allemand. Et voilà, ça s'est bien passé. Hein. Après l'Allemagne, du coup, tu débarques en Grèce. Comment ça se fait, ton arrivée là-bas? C'est un agent grec qui m'a contacté, qui m'a donné la piste. J'ai appréhendé le championnat grec par rapport à ce qu'on me disait avant, financièrement, tout ça. Donc en fait, j'ai dû assurer mes arrières d'abord avant d'y aller. Ça s'est très très bien passé sur l'année, d'ailleurs financièrement. Et donc voilà, j'ai dû demander les sponsors et tout ça, parce que c'est les sponsors qui font si tu te fais payer ou pas. Il y avait des très bons sponsors, c'était carré, le coach était carré, il y avait une bonne équipe et tout ça. C'était une équipe qui jouait les playoffs aussi. Donc tu arrives dans l'équipe d'Agrignou, ouais. en deuxième division grecque. Et je voulais du coup qu'on parle de ton coach, qui est Yannis Diamantakos. Diamantakos, ouais. Et comment ça se passe avec lui? J'ai cru comprendre que c'était vraiment un maniaque du jeu et qui te lâchait pas du tout. Raconte-moi un peu les anecdotes, si t'en as sur lui. Des anecdotes, il y en a tellement, on va passer des heures, mais déjà j'arrive au début de l'année, donc quand on parlait au téléphone avant que j'arrive, c'était cool, c'était sympa, le gars sympa et tout, j'arrive, il me serre la main, il me regarde dans les yeux, t'es prêt à t'entraîner? Je dis ouais, tu vois, donc tu vois direct l'intensité du gars, et donc on commence les entraînements, et en fait à Grigno il fait 40 degrés. La salle, elle n'est pas forcément climatisée tout le temps. Donc moi, les premiers entraînements, je commence à avoir des cloques aux pieds que j'ai jamais eu de ma vie, tu vois. Et donc à partir du 3e jour, je pouvais plus poser le pied par terre parce que j'avais des cloques, ce qui était normal, mais je devais m'habituer, tu vois, à la chaleur et tout. Et donc j'explique au coach que je peux pas courir, je peux même marcher, ça me fait mal, tu vois. Il me dit non, tu vas t'entraîner. Donc en fait, et là, ça se passe au milieu du terrain, devant tout le monde, tu vois. Et moi, j'ai pas voulu. J'ai toujours eu un respect pour mes coachs. J'ai jamais voulu faire une confrontation. Mais je lui ai dit non, coach, ça c'est pas possible. Je peux pas m'entraîner. Je peux pas. Après, il m'a dit ouais. Ah, mais tu mets ta chaussure et tu vas shooter des lancers francs et tout. Je dis même quand je mets ma chaussure, ça appuie, ça fait mal. J'ai une cloque de sang comme ça. J'ai enlevé ma chaussette devant lui et tout, tu vois. Bref, il me renvoie chez moi. Moi, je suis dans le dur parce que je me dis, attends, en Grèce, je sais pas comment ça se passe. Et dans sa psychologie, je sais pas si ça veut dire que je suis viré, tu vois. Donc, je me pose plein de questions. Le président, il m'appelle, il me dit, ouais, faut pas t'inquiéter, Diamantakos, il est comme ça, nanani. Il faut que tu comprennes qu'il attend énormément de toi. J'ai dit, ouais, y a pas de souci. J'ai soigné mon truc, je suis revenu à l'entraînement. Aussi, les entraînements que j'ai ratés, parce que j'ai raté 2 jours. Je faisais mes abdos, je faisais des trucs, j'essayais de rester un peu actif sur le côté du terrain. Pendant l'entraînement ici, il arrête tout le monde, il me regarde, il dit ouais Kevin, tu veux un café? Tu vois, toujours des petits pics comme ça, tu vois. Et donc ouais non mais après, en fait j'ai compris qu'il voulait le meilleur de moi-même et que voilà j'ai dû pousser. On a fait des matchs. Mon premier match amical c'était contre Prometheas Patras qui était en Eurocup parce que les coachs se connaissaient donc ils ont organisé ça. Et je fais un match incroyable, je mets plus de 20 points, on tient avec eux, bon c'est un match amical, mais voilà, ils avaient le roster complet, ça jouait vraiment, tout le monde jouait vraiment. Et on arrive en vidéo le match d'après,
Tout le monde s'assoit et il met la vidéo. Il me dit ouais, Kevin, je crois que tu as fait un bon match. J'ai rien fait. Moi, en plus, je t'ai mis en avant. J'ai fait mes shoots et tout. Je suis toujours dans la même mentalité quoi qu'il arrive. Tu vois, tu crois que tu as fait un bon match? Ah, mais t'as rien fait encore. C'est qu'un match amical et tout, nanani. Moi, je dis ouais, il n'y a pas de souci, coach et tout ça. Donc, on continue. Je continue à faire des bons matchs et tout ça. Donc, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et du coup, la saison, comment elle se passe pour l'équipe en termes de résultats? Elle se passe bien. Enfin, on a commencé. Le début était un peu compliqué. Enfin, non, le début était très bien. On a gagné 4 matchs d'affilée. Ensuite, on enchaîne des défaites où on fait 2 défaites, une victoire, 3 défaites, une victoire. Donc, on était dans le dur et on était dans la course au play-off. Et en fin de saison, on joue très très bien. Toi, tu joues beaucoup Ouais, je jouais 30 minutes. Tu es l'un des meilleurs joueurs. Tu finis même 6e meilleur marqueur du championnat, je crois. Ouais, 4e meilleur marqueur, je crois. Et dans une des meilleures équipes du championnat grec, etc. Et de ce que j'ai cru comprendre, vous jouiez le maintien avec Grigno Ouais, on jouait les playoffs. Au début, c'était le maintien, mais on a vu qu'on pouvait faire les playoffs avant le Covid. Ouais, justement, c'est la saison que le Covid a arrêté l'année dernière. Voilà. À la fin de saison, il y a un match important à jouer, non? Si j'avais bien compris, où le coach te demande d'être vraiment performant, non? Ouais, c'est ça. Comment ça se passe ce moment-là? Ça se passe bien. C'était les matchs en fait parce que, bon, à ce moment-là, on savait pas que la saison allait s'arrêter. Donc c'était la course aux playoffs, on était 9e. Et il fallait qu'on gagne pour rentrer dans les playoffs. Et on avait eu notre vétéran, il était blessé. Et donc il m'a dit voilà, Kevin, là, il faut vraiment que je vais te laisser jouer vraiment à fond et il faut que tu nous portes et tout ça. Et donc ça s'est bien passé. J'avais mis 30 points ce match-là. Les 2 derniers matchs en Grèce, j'avais mis 29 et 28. Et on avait gagné les matchs. Donc ça s'est bien passé. C'était le dernier match avant la coupure. En Grèce, ça joue plus comme partout. Et toi, du coup, le confinement, tu le passes en France ou en Grèce? En France. Mon coach, très gentil, me renvoie direct, paie le billet d'avion, me renvoie direct à la maison pour que je sois avec ma famille. Et donc voilà, il m'a dit reste aux aguets parce qu'on va reprendre. Eux, dans leur tête, on allait reprendre sûr et certain. Donc ils m'ont dit voilà, entraîne-toi là-bas, etc. Mais je veux que tu sois avec ta famille pendant ce moment. Donc voilà, je rentre, j'attends des nouvelles, je parle au coach et finalement, tu vois que dans le monde entier, ça s'est arrêté. Toi, ça t'a fait du bien aussi de revoir ta famille, de passer du temps avec eux pendant énormément. Semaine. C'était la première fois depuis très longtemps où j'étais à la maison, hormis l'été, tu vois. Et cette période-là, donc il y a le Covid, il y a le déconfinement en France. Qu'est-ce qui se passe après pour toi à ce moment que tu cherches une nouvelle équipe du coup? Exactement, ouais. Comment ça se passe? Tu as des pistes aussi J'ai des pistes en première division grecque. C'est un championnat que je voulais faire. Pour moi, dans ma tête, en France, ils m'avaient oublié un peu, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais rester à l'étranger. Et je vais en Allemagne, je vais m'entraîner en Allemagne. Maintenant, celui qui m'entraînait là-bas, son meilleur ami était meilleur ami avec Dennis Schroeder. Dennis Schroeder avait l'équipe de Braunschweig. Et donc, je parle en DM avec Dennis Schroeder sur Insta et il me dit que voilà, on va faire un try-out pour toi, pour que tu viennes dans l'équipe et tout ça. On aime beaucoup comment tu joues, nanani. Maintenant, juste avant le try-out, il y a l'Amiral League. Tu vois? Donc, je pars à l'Amiral League parce que je ne voulais pas attendre, il se faisait très tard. Et je ne voulais pas prendre de risques non plus. Et je savais que déjà, je voulais jouer au basket, ça faisait longtemps. Et voilà, il y aurait peut-être eu des opportunités avec l'Amiral League parce que j'ai vu la tête d'affiche, il y aurait eu énormément de joueurs NBA, Euroleague, enfin les joueurs français NBA, quoi. Et donc ça aurait été de la bonne compétition et une chose positive, je pense. L'Amiral League, c'était le premier tournoi que tu fais après le déconfinement en fait. Exactement. C'était que du plaisir, je suppose déjà même, on va commencer par là, c'est du plaisir de revenir sur les parquets, quoi. C'était incroyable, Amarassi, notre capitaine, qui a fait un truc, je pense, jamais vu en France en vrai. En France, c'est la première fois avec le confinement, arrive à réussir. Ouais, parce qu'il y avait du public, il y avait voilà, du monde, une vraie ambiance, il y avait des photographes partout. Les joueurs qui sont venus aussi. Ouais, et il en manquait pas mal. Et non, ce qu'il a fait à Marassi, c'est incroyable. Et voilà, c'était que du plaisir. Et c'est grâce à l'Amiral League que tu arrives à Paris, du coup? Voilà, c'est Amara qui en parle à JC. Et voilà, JC qui me ramène pour me voir ici au One Ball. Je suis venu m'entraîner une fois pendant l'été. Et ensuite, il m'a offert un contrat d'essai. Toi, la Grèce, du coup, à ce moment-là, c'est plus du tout dans ta tête? C'est plus du tout dans ma tête parce que, en fait, déjà avec le Covid, la crise financière là-bas, elle allait être trop lourde. Et je voulais quand même aussi assurer mes arrières financièrement. Et
Et donc voilà, et pareil, c'est un projet incroyable. Je suis à la maison et quand c'est arrivé, enfin je ne l'avais pas vu venir, mais quand c'est arrivé, voilà, j'ai dû prendre l'opportunité. C'est important de revenir à la maison, Bien de sûr. jouer chez toi, Ouais, surtout cette année. Surtout cette année, ouais. parce que ça fait depuis Argenteuil et Stade Saint-Gratien en fait que tu n'as pas joué chez toi finalement. Exactement, depuis que j'ai 16 ans. Depuis 16 ans. Ah donc ça fait une douzaine d'années. Ouais. C'était important du coup de retrouver aussi ce rythme de vie un peu chez toi, de te sentir chez toi. Tu vis toujours à Argenteuil du coup maintenant ou- J'habite à Noisy pendant l'année, ouais, mais sinon ma famille habite à Argenteuil, ouais. Mais même tes amis là-bas, tu as tous tes attaches Exactement, ouais, encore sur place. exactement. Est-ce que tu imagines continuer un peu en France sur la suite de ta carrière? Est-ce que tu Bien es sûr. bien? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une question d'intérêt au niveau des gens qui vont me voir aussi. Et est-ce qu'on peut trouver un accord mutuel où moi je peux m'épanouir et le club aussi, tu vois. Donc Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là? la santé. La santé, Que tu reviennes d'aplomb pour la fin de saison? exactement, ouais. Bon bah c'est cool. Merci Kevin. Flav, avec plaisir.